voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat mais ne savez pas où commencer, bienvenue sur cette chaîne. Je suis quasiment pareil, voilà, je suis jeune, je sais pas trop comment me lancer et je me suis lancé le défi de lancer ma boîte avant la fin de 2023. C'est extrêmement effrayant et je ne sais pas par où commencer. Mais voilà, j'aime vous partager mes expériences, mes peurs, mes doutes et les personnes que je rencontre. Tout ça, je vous le partage tout au long de cette chaîne, tout au long de ces moments. Donc voilà, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me permettrait de continuer et de soutenir mon activité. Donc, et likez, partagez un maximum si cela vous plaît. Et sans plus de blabla, je vous laisse avec la vidéo. Ok, bon, bah ça a commencé, donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit podcast. Déjà parce que c'est mon premier podcast, donc voilà, je suis très contente. J'ai très hâte de vous parler, j'ai beaucoup de choses à dire, je trouve. Très prochainement, je veux lancer mon business, voilà, j'ai 21 ans. Je viens de finir je suis en train actuellement de finir mon bachelor. Et donc c'est vrai que j'essaie de trouver un peu mon rêve, etc. et ce que j'aimerais faire dans la vie. Et plus je me rapproche de la vie active et plus je me rends compte à quel point j'ai envie d'avoir une entreprise. Et j'ai envie d'être ma propre patronne. Donc il y a quelqu'un qui est tout simplement venu se balader autour de ma voiture, donc je n'assume pas un petit peu, voilà, donc bref, je continue. Et j'ai récemment eu un appel avec un professeur qui a lui lancé sa boîte, pareil, après son bachelor. Il a travaillé 2 ans dans une boîte de com et ensuite il s'est dit fuck it, je vais lancer ma boîte. Et il a lancé sa boîte de web design, etc. Et ça le réussit et ça marche très bien pour lui. Et j'ai eu un appel avec lui parce que c'était intéressant de voir quelqu'un avec avec exactement le même parcours que moi en fait. C'est quelqu'un qui a eu le même parcours que moi, qui a eu les mêmes chances que moi et qui a réussi. Et donc c'est vrai que parler avec quelqu'un qui a réussi ou qui l'a fait, c'est extrêmement rassurant en fait. Parce que je me suis rendu compte à quel point... Excusez-moi, j'ouvre la fenêtre, il fait très chaud. Je me suis rendu compte à quel point c'était rassurant de parler avec quelqu'un qui l'avait fait, qui avait réussi, parce que quand on est entouré de personnes qui l'ont pas fait ou qui sont dans le salarial, on a l'impression que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on voit que voilà, c'est des personnes aussi qui sont heureuses, qui sont dans le salarial et qui sont très heureuses et qui sont très successful, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver ma place et c'était vraiment un avenir que je ne me voyais pas dedans en tant que salarié en fait. Et plus ça allait, plus je me rendais compte que vraiment, si je commence à travailler en septembre, et c'est ce que je compte faire, je veux lancer ma boîte en septembre. Alors, soit je vais faire mi-job, ni lancer ma boîte, ou alors seulement lancer ma boîte, etc. Mais je veux vraiment que lancer ma boîte soit mon objectif de 2023 et soit exactement tout ce que je veux faire. Donc si vous êtes dans ce cas, je pense que quand tu es honnête avec toi-même et que tu te rends compte de ce qui te rend réellement heureux et quel potentiel futur te rendrait réellement fier et accompli. Et je pense que le mot que je cherche, c'est vraiment accompli. Qu'est-ce qui te rendrait accompli? Quelle profession? Parce que bon, il faut gagner de l'argent un jour ou un autre, donc quelle profession te rendrait complètement accompli? Et ça peut être tout et n'importe quoi. Et il faut juste être honnête avec soi-même et vraiment commencer à faire beaucoup d'introspectives. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup le temps pour faire des introspectives. Excusez-moi, il fait encore trop chaud. Il fait chaud. Si vous ne savez pas, je vis aux États-Unis, dans le sud de l'Alabama, et il fait très chaud l'été, donc j'ai chaud. Bref, je reviens un petit peu sur pourquoi je décide de faire ce podcast.
et pourquoi je décide de vous parler aujourd'hui. C'est donc parce que j'ai eu cet appel avec ce prof et qui m'a donné tellement de conseils et cet appel a été tellement valorisant. Il est important pour moi de transmettre tout ce que j'ai appris en mots. Parce que je ne l'ai pas enregistré. Et c'est vraiment mon erreur. J'aurais dû tellement enregistrer l'appel. Genre enregistrer les questions que je lui avais posées, les réponses. Mais j'y ai pas pensé. Et donc du coup je me dis, le seul moyen que j'ai quelque chose à peu près proche de l'enregistrement, c'est juste retranscrire avec mes mots malheureusement tout ce qu'il a dit et tout ce que j'ai compris pendant cet appel. Et c'est ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui. Alors, je vais juste boire. Je suis désolée, aujourd'hui était une rude journée. Je viens de finir du travail, de mon stage. Donc, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qu'on s'est parlé avec ce prof parce que je trouve ça hyper intéressant. Déjà, il y a quelque chose j'ai envie de lancer ma boîte, donc il y a quelque chose qui me tracasse et qui me fait très peur, c'est ne pas trouver de clients. Parce qu'une boîte sans clients, c'est rien. Vaut mieux avoir des clients et pas d'idées que des idées mais pas de clients en fait. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment ce qui me tracassait c'était comment trouver les clients. Et la première question que je lui ai donc posée c'est comment il a fait pour trouver ses premiers clients. Et il m'a dit, donc lui il a travaillé 2 ans dans une boîte de com et c'est là où il a commencé à faire son réseau, où il a pu commencer à amasser des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ses services. Et ensuite, du coup, quand il est parti de cette boîte, ses clients l'ont un peu suivi. Et c'est pas la première fois que j'entends j'entends ce genre d'histoire. J'avais une autre prof qui a lancé sa boîte, encore une fois, dans le marketing, et c'est exactement un petit peu le même schéma. Elle a lancé sa boîte au bout d'un certain temps. Il y a encore quelqu'un qui vient de se poser à côté de moi. Et là, c'est vraiment juste à côté. Donc c'est très gênant. Je ne sais pas quoi faire. Je fais semblant que c'est un appel. Sauf qu'il n'y a personne qui me répond. C'est un peu gênant. Alors attendez. Bon bref. Donc je continue. Et donc cette prof, elle a fait un peu le même truc où elle travaillait longtemps dans une boîte de com ou de marketing et ensuite elle est partie et les clients l'ont suivie. Et c'est vrai que ça m'a l'air un peu la voie royale puisque ça permet d'avoir un certain coussin de sécurité puisqu'il y a des clients, dès que tu quittes la boîte, tu sais que les clients vont te suivre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pensé et c'est vrai que créer son réseau c'est quand même le plus important. Donc il m'a dit c'est ça. Comme ça qu'il a trouvé tous ses clients et ensuite il m'a dit qu'il a vraiment à fond fait plein d'événements de networking, c'est-à-dire des conférences, des apéros, des soirées, etc. Et là aussi pareil, il disait que donc du coup pendant tous ces je suis désolée, il y a plein de bruit autour de moi, mais bref, pendant tous ces événements, il a pu commencer à faire son réseau, et il donnait beaucoup de cartes de crédit. Il m'a dit voilà, les cartes de crédit ça coûte rien, tu peux en imprimer plein et les donner aux gens tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il a à peu près commencé. Et ensuite maintenant ses clients viennent un peu du bouche à oreille. Ils demandent beaucoup d'avis, ils demandent des référencements, que les gens le référencent. Donc voilà. Il m'a dit aussi que ça demandait de l'investissement. J'ai des notes. Du coup j'ai pris des notes pendant cet appel et j'ai noté investissement en argent, investissement au début. Je crois que parce que pour commencer, il faut avoir au moins un petit peu d'argent de côté pour pouvoir commencer sur le côté, voilà. Donc je pense que c'est de ça qu'il voulait parler. Donc c'est ce qu'il disait, donc 2 ans de création de réseau, tout va vite. Et vu que lui, en fait, il m'a aussi spécifié de ça, lui, il a commencé dans une boîte, dans une ville qui était assez petite. Ce n'est pas une grosse ville, c'était pas une métropole. Et donc c'est vrai que les nouvelles vont vite, en fait. Quand tu habites dans une petite ville, une personne qui lance un business ou qui fait un certain service, tout le monde le connaît à peu près, puisqu'il fait tout le monde si c'est quelqu'un de carré, quoi. Et
c'est quelque chose d'intéressant parce que moi, là où je lançais ma boîte, donc c'est en Guyane française, si vous ne savez pas, c'est très petit. Et c'est vrai que dès que j'ai parlé un peu avec des gens qui habitaient là-bas, c'est que tout se fait par le réseau et tout se fait, enfin tout se sait quoi. C'est vraiment une petite ville, même si c'est un territoire. Et c'est vrai que donc j'ai pu, je peux commencer un peu à me projeter, à voir comment je peux faire. Donc c'est vrai que le réseau c'est extrêmement important. Je verrai bien sûr sur place si oui ou non c'est vrai ou pas. Mais en attendant, c'est ce que j'ai entendu. Donc vraiment travailler mon réseau parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui déteste la prospection. Vraiment faire des appels à froid à des gens, j'ai fait ça pendant tout un stage en immobilier, c'était vraiment ma hantise. C'est une activité que je déteste parce que vraiment, il y a des gens qui sont excellents à ça et qui adorent ça et vraiment, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est terrible d'imaginer. Enfin, j'appelais des gens et je passais ma journée à les déranger. Vraiment, c'était cette image que j'avais, c'était je passais ma journée à déranger les gens. Et j'ai détesté, bref. Et donc du coup, moi, quand je voulais lancer mon... Enfin, vu que je veux lancer mon business, j'ai très peur de devoir passer par la case prospection. Et ça me rassure d'entendre de quelqu'un qui a réussi que la prospection, c'est pas une case obligatoire. Tu peux le faire, mais autrement. Et donc c'est vrai que aller à des événements de business, rencontrer des gens en visu présentiel, c'est quelque chose qui m'attire tellement plus que appel à froid. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien d'entendre ça et d'entendre des gens qui ont réussi sans faire de prospection froide. Et j'ai déjà entendu parler de ça, pareil, une prof avec qui a lancé sa boîte d'immobilier. Elle déteste la prospection et elle a commencé, où elle a eu un gros contrat, et tout son marketing est basé sur le bouche à oreille et les contrats en cascade, c'est-à-dire un contrat en cascade, c'est un contrat qu'on a d'un autre contrat. Donc elle m'a donné cet exemple. Imaginons que y a un couple qui veut acheter une maison. Elle faisait de la négociation où, par exemple, les vendeurs et les acheteurs n'arrivaient pas trop à s'entendre sur le prix. Du coup, elle décide de baisser ses honoraires, mais après avoir baissé ses honoraires, elle dit moi je veux bien baisser mes honoraires si vous me donnez le contrat de votre appartement. Parce qu'ils voulaient vendre leur appartement pour déménager dans une maison, ces gens, donc les acheteurs. Donc elle a des contrats par un autre contrat, vous voyez, genre ils veulent acheter une nouvelle maison et vendre leur appartement, et ben elle peut baisser ses honoraires pour acheter la maison si elle récupère le contrat appartement. Donc c'est ça un peu les contrats cascades et je trouve ça hyper intelligent et intéressant de voir comment ça pouvait être fait réellement. Donc il y avait ça. Et il a aussi dit qu'il faut apprendre à se vendre bien et que quand on donne sa carte de visite, les gens vont pas se souvenir exactement de... Enfin, la carte de visite, ils s'en foutent. C'est vraiment l'impression que tu leur as donnée quand tu leur as donné la carte. C'est-à-dire, est-ce que c'est confiant? Est-ce que c'est douteux? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est plutôt un peu plus quelqu'un de rigolo, quelqu'un de sérieux? Quelle est l'impression qu'ils ont eue après avoir reçu la carte? Et il m'a dit donc ça se travaille au fur et à mesure et je n'en doute pas, je pense que plus tu donnes ta carte, plus tu sais comment la donner correctement, mais c'est vrai que j'ai jamais donné de carte ou pensé à faire un speech pour donner ma carte de visite. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et sur lequel je pourrais clairement travailler. Il m'a aussi parlé que il fallait bien s'entourer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu mais tellement de fois. L'entourage, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et c'est vrai que cette année, je m'en suis particulièrement rendu compte quand j'étais du coup dans un environnement assez toxique pour moi-même, pour ma confiance en moi et pour mon épanouissement en fait. L'environnement en fait dans lequel tu es, les personnes que tu côtoies, t'influencent tellement. Si toutes les personnes autour de toi ne cherchent pas plus loin ou n'ont pas forcément d'ambition ou vont
vont avec le flow, etc., eh ben ce sera plus simple de rentrer dans la case je fais comme eux plutôt que je ne fais pas comme eux en fait. Parce que surtout quand on est quelqu'un qui, enfin, moi dans ma tête je me dis je suis très un caméléon on va dire. J'aime pas blesser les gens et j'adore rentrer dans le moule. C'est terrible. En anglais ils appellent ça un people pleaser, c'est-à-dire faire toujours plaisir aux gens et être la personne que les gens attendent. En fait c'est terrible, mais au moins je suis honnête avec moi-même, je sais que j'ai tendance à faire ça et j'essaie justement de sortir de ce cercle puisque c'est pas en faisant plaisir aux gens que je serai moi heureuse. Peut-être que les gens seront heureux de me voir comme ça et encore je pense qu'ils s'en foutent tous, mais c'est pas comme ça que je serai heureuse. Donc c'est vrai que un entourage c'est hyper important et vouloir rentrer dans le moule avec des gens qui ont vouloir être comme son entourage, c'est intuitif et c'est normal. Et c'est pour ça que si ton entourage, eh ben, c'est tous des entrepreneurs, ils cherchent tous plus, ils sont riches. Enfin, quand je dis riche, je dis successful en mode, ils font un travail qu'ils aiment, ils gagnent de l'argent, ils savent placer leur argent, investir, etc. Eh bien, ce sera plus simple de rentrer dans le moule. Je suis comme eux que je suis différent. Et c'est la même chose. Donc, on peut soit se tirer une balle dans le pied avec un entourage qui nous tire vers le bas, ou soit justement se tendre une corde pour monter avec un entourage qui est positif. Et donc c'était ça qui m'a vraiment parlé et il m'a dit il faut pas avoir peur du coup de faire le nettoyage intensif dans son environnement. S'il y a des gens qui vous tirent vers le bas, des gens toxiques, que ce soit la famille ou les amis, c'est-à-dire des gens qui vont en soirée tout le temps, qui veulent boire, qui savent pas où ils vont, qui sont un peu perdus, eh ben vous allez vous perdre avec ces personnes et vous n'allez pas aller vers la personne que vous souhaitez être, vous allez être la personne qu'ils sont. Et c'est toxique et en fait c'est ce genre de situation dans lequel on se retrouve sans s'en rendre compte et qui petit à petit, mais genre doucement, jour par jour, semaine par semaine, eh bien ça change une personnalité, vous voyez. C'est pas quelque chose... C'est à petit, c'est vraiment doux comme changement, mais on change. Et c'est quand on est on a soit un moment de lumière en mode c'est pas la personne que je veux être, je me casse et je ne veux plus vivre comme ces personnes, soit on change et on devient comme ces personnes et on s'adapte et on accepte. Donc il m'a dit donc voilà, il faut faire attention avec son entourage. Son entourage ça peut être un atout comme un inconvénient et il faut vraiment être délicat avec. Donc il m'a vraiment dit virer des gens même si c'est des bons potes, c'est des personnes avec qui tu t'entends extrêmement bien, eh ben oui mais bon elles vont pas te faire avancer plus que ça. Et c'est vraiment cette énergie que j'essaie de réfléchir aussi parce que il y a des gens avec qui je sais qu'ils vont pas m'amener loin, par exemple. Je sais qu'ils vont pas me pousser vers le haut. Mais c'est des personnes que je garde dans ma vie du style de temps en temps je les vois. Je ne les vois pas tous les jours, je passerai pas toutes mes journées avec eux, mais de temps en temps je les vois. Et je pense que pour moi il n'y a pas trop de mal, enfin il n'y a pas de mal avec ça tant qu'on est conscient de ce qu'on fait. C'est-à-dire conscient dans le sens, si je reste trop avec cette personne, je sais qu'elle va pas m'amener vers là où je veux être. Et être conscient de dire, voilà, je reste pas tout le temps avec cette personne parce que je veux évoluer. Et voilà. Et donc je pense que si on est conscient de cela, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème avec garder ces personnes et les voir de temps en temps. Mais dans son discours qui était plutôt court, à mon prof, il essayait du coup d'être concis, de dire vire les gens avec qui vont pas t'amener vers le haut. Et je pense que c'est vraiment, enfin c'est quelque chose de très important l'entourage et c'est quelque chose qui peut franchement être une des choses les plus simples à faire. Vraiment, commencer par son entourage c'est tellement simple. Ça commence par, enfin c'est simple. Tu peux virer des gens. Alors c'est simple, tout est relatif parce que c'est des gens avec qui on a plus ou moins d'affinité, mais
c'est rapide à faire, on va dire. Voilà, on arrête de voir une personne, c'est assez rapide à faire. On veut rencontrer une nouvelle personne, on va dans un nouvel événement qui réunit ces personnes. Enfin, donc c'est quelque chose de facile et pourtant qui est souvent mis de côté, je trouve. Et je suis la première d'ailleurs, je suis la première à avoir du mal à faire ça. C'est vraiment essayer de m'entourer donc de personnes qui font ce que je veux faire et qui vont m'amener vers le haut. Donc des personnes plus intelligentes que moi-même. C'est vraiment mon moteur. Donc voilà, c'était pour la partie entourage. Ensuite, on a un petit peu évolué, on a continué à parler. Et il m'a dit l'entrepreneuriat, donc lui, il a commencé avec vraiment peu d'argent. Et il avait donc du coup ce stress où il devait gagner de l'argent, presque un instinct, on va dire, de survie. C'est-à-dire qu'il avait besoin de gagner de l'argent pour payer son loyer et manger, quoi. Donc c'est vraiment un instinct de survie. Et c'est vrai que c'est une force qu'il a dit, puisque des fois, quand tu tombes dans la sécurité, ben, tu as moins cette envie de faire plus. Et donc c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux, puisque la sécurité, on en a besoin, mais à un certain moment, elle peut nous empêcher d'aller plus loin et de faire plus. Donc c'est vrai qu'il fallait donc penser à ça. Il m'a aussi parlé du coup que l'entrepreneuriat, il faut le faire. Il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut le faire. Cependant, il faut le faire plus ou moins préparé. C'est-à-dire que si tu vas YOLO et que ça ne marche pas, bah beaucoup de gens peuvent être découragés. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça peut dégoûter. Et donc du coup, des gens abandonnent tout simplement l'entrepreneuriat, même s'ils auraient été des entrepreneurs incroyables. Mais manque de préparation, ils se sont pris un mur dans la figure et ils veulent pas recommencer l'expérience et donc du coup ils abandonnent. Et c'est vrai que j'y ai jamais vraiment pensé. Il y a les canards qui se baladent. Ils sont trop mignons. Il y a une famille de canards qui vit ici. Et ils ont eu 2 petits il y a je crois 3 semaines. Et maintenant ils sont 4 et ils sont absolument adorables. Les canetons ont grandi. Ils sont maintenant genre... ils sont toujours... On voit toujours que c'est des canetons mais on voit qu'ils ont grandi. Ah, c'est mignon. Je sais pas s'il repasse devant, je vais vous le filmer pour que vous puissiez voir. Ah si, attendez, je vais vous les montrer. Allez, est-ce que vous voyez? Là, il y a la tête. Ah non. Ah voilà. Et là, c'est les petits. Oh, ils sont trop mignons. Et là, c'est les 2 petits. Et là, il y a le père et la maman qui va pas tarder. Mais bref, ils sont trop choux. On part sur un autre truc qui ne... Voilà. Bref. Donc c'était ça que je voulais dire. Il m'a dit aussi, on a parlé donc de certaines étapes dans l'entrepreneuriat, qui avaient à peu près 2 étapes par lesquelles on passe. Et il m'a dit, la première étape, 5-6 mois, ça va être trouver des clients. 5-6 mois, ça va être faire du réseautage à fond. Vraiment, on va pas compter les heures, ça va être à mort travail. Et ensuite, quand on a passé cette étape, les clients sont plutôt fidèles. On a plus de facilité à trouver des prospects. Donc on a un peu plus de liberté. Et donc du coup, on est moins à un client à la fois où chaque client compte. On a un peu plus de flexibilité, de liberté. Et il me disait que voilà, les 5-6 premiers mois, par contre, ça va être galère. Et il va falloir tout donner, tu vois. Mais... Je suis désolée. Il fait chaud. Je viens de finir le taf. Je suis un peu claquée, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Bref. Et donc voilà, c'était très intéressant. Donc ça, c'était pour la partie qu'on a parlé. Ensuite, j'ai dit combien ils vendaient ces sites. Donc ça, c'est plutôt quelque chose personnel à moi, un petit peu, puisque c'est dans ce domaine que je souhaite exercer, c'est faire du web design, web audit et content création. Donc je voulais un petit peu savoir combien ça pourrait se vendre, etc. Et que pour vendre, il suffit tout simplement d'y aller à tâtons. De ce que j'ai compris, c'est vraiment
tu fais un prix, tu vois si ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Si ça passe, tant mieux. Et tu fais ça tout le temps. Donc jusqu'à trouver un milieu où tu vois le prix qui est accepté par la majorité des gens. Et donc il m'a dit vraiment il faut le faire à tâtons, il n'y a pas de science infuse. Il faut vraiment juste y aller. Donc c'est ça que j'ai appris. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Je continue à regarder un petit peu mes notes pour que je ressorte les idées, les grandes idées qui sont importantes. Bon, maintenant j'aimerais vous parler d'une chose par laquelle qu'il m'a mentionné. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé, pourtant j'en ai entendu parler très très souvent. C'est la place de la femme. C'est, on va dire, qu'une femme aura toujours des préjugés et sera sûrement vue moins professionnelle qu'un homme. Il m'a parlé de ça et c'est vrai que je n'y ai jamais pensé puisque, touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Et maintenant que j'y pense, j'ai toujours été embauchée par des femmes. C'est marrant ça. Tous mes stages, j'ai fait des entretiens avec des femmes. Ah non, une fois avec un homme. Non, autant je vous mens. J'ai n'importe quoi, pas du tout. Pas du tout. Bref. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'y ai pas pensé, mais le fait d'être une femme va peut-être... Et là encore, c'était vraiment à moi de voir, parce que s'il faut, c'est pas vrai. Mais va peut-être mettre un désavantage, un inconvénient dans ma poursuite professionnelle. Et je trouve ça fou, parce que j'y ai jamais pensé. Et quand j'y pensais, je me suis dit dans ma tête que quand je regarde des vidéos YouTube pour l'entrepreneuriat, par exemple, déjà, il y a quasiment que des hommes. Et parfois, je me trouve moi-même à cliquer plus aisément sur une vidéo qui a été faite par un homme qu'à une vidéo qui a été faite par une femme. Et je trouve ça extrêmement perturbant. Parce que déjà, c'était quelque chose que inconscient. C'est-à-dire que je le faisais sans même m'en rendre compte. Et du coup, je me suis dit, est-ce que les femmes, nous sommes vraiment genre moins légitimes? Et je suis là, mais enfin non. Et même la question, en fait, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais comment je peux douter de moi-même aussi simplement? En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est mes remises en question qui sont aberramment trop. Là, c'est-à-dire que vraiment, ça m'a fait peur quand je me suis auto-remise en question vis-à-vis de mon sexe. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je me remette en question parce que je suis une femme. Genre, je sais que... Enfin, genre, dans tout mon parcours, j'étais tout aussi légitime qu'un homme. Et même plus, tu vois, genre surtout dans les groupes, les projets de groupe, etc. Des fois, enfin voilà, j'étais bien plus légitime. Donc je trouvais ça très intéressant de voir, de penser à la place de la femme, enfin les préjugés que les femmes subissent et surtout dans l'entrepreneuriat en fait, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais trop entendu parler et maintenant je vais l'expérimenter dans les prochains mois. Mais et vous dire si oui ou non c'est vraiment un sujet qui est réel ou inventé. Est-ce que c'est vraiment, ça a été exagéré, etc. Ou c'est vraiment un sujet où on a vraiment moins d'opportunités et on a juste un préjugé qu'il faut casser, quoi, parce qu'on est une femme, on a plus de choses à prouver. J'y ai jamais pensé, parce que j'en ai entendu parler, mais en même temps j'y ai jamais pensé et... Je redoute et j'ai hâte de voir si c'est vrai ou pas. Si vraiment c'est vrai en 2023 ou si les mœurs changent. Et on verra bien et je vous tiendrai au courant. Mais si vous avez, vous, déjà vécu ou déjà vécu professionnellement un rabaissement
par un homme, ou vous êtes senti moins légitime parce que vous étiez une femme, s'il vous plaît, partagez-le en commentaire. Je serais très curieuse de lire vos commentaires vis-à-vis de ce sujet, puisque je touche du bois, je ne l'ai jamais vécu, dans le milieu professionnel en tout cas. Je l'ai jamais vécu et c'est vrai que je serais surprise de voir. Peut-être que je le vis, que je l'ai vécu mais que je m'en rendais pas compte. Et ça me fait encore plus peur. Parce que je sais qu'il y a des remarques ou des attitudes que des hommes font à mon égard qui ne feraient pas vis-à-vis d'un homme. Genre être trop à l'aise, beaucoup trop à l'aise, ou me parler un peu comme si j'étais un peu TB, vous voyez. Et je me dis, si j'étais un homme, ça m'étonnerait qu'il aurait dit ces mots et ça m'étonnerait qu'il aurait fait ce genre de choses. Donc, je pense que inconsciemment je l'ai vécu, mais c'est vrai que je me suis pas attardée dessus, ou alors c'était pas assez fort pour vraiment que je m'attarde dessus. Mais c'est vrai que des fois je me pose la réflexion, est-ce que si j'étais un garçon ou un homme, est-ce que j'aurais eu les mêmes réflexions et les mêmes attitudes? Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et que je réfléchis très souvent. Bref. Et revenons à la discussion que j'ai avec mon prof. Je lui ai demandé quelle était la différence entre freelanceur et entrepreneur. Et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, question, point d'interrogation, what? Genre, pourquoi ce mot a été créé? Il m'a dit c'est juste un mot à la mode. Parce que le statut entrepreneur, tu l'as aussi en freelance. Donc tu es un entrepreneur quand tu es freelance. C'est juste que, c'est vrai que, et il m'a dit cette image, et je m'imagine, quand j'imagine un freelanceur et un auto-entrepreneur, l'auto-entrepreneur me fait plus confiance et m'a l'air de plus travailler qu'un freelanceur. Et il m'a dit, freelanceur, ça a cette connotation de quelqu'un qui est sous-payé et qui travaille de son lit. Et c'est vrai que c'est vraiment une image que j'ai plus ou moins, mais pas forcément, mais il m'a dit en tout cas dans le métier, c'est vraiment une image qu'on met aux freelanceurs. Et je trouve ça fou, parce que j'y ai jamais vraiment pensé, mais du coup il m'a dit, et donc je réfléchissais parce que je me disais sur quel ton je vais aborder mes clients. Est-ce que je dis que je suis seule, donc auto-entrepreneuse, ou est-ce que je dis que j'ai une entreprise et que je travaille pour mon entreprise, et donc du coup je suis chef d'entreprise. Et il m'a dit, et je me suis fait la réflexion, dans la tête des clients, un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est pas la même chose. Même si au fond, c'est la même chose, genre on s'en fout quoi, c'est la personne. Tu peux être un chef d'entreprise et être complètement feignant, et un entrepreneur et être à donf, et vice versa. Et donc il m'a dit vraiment, c'est vrai que, et là je vous fais la réflexion, imaginez dans votre tête un chef d'entreprise, ou une chef d'entreprise, un entrepreneur et un freelanceur. Et dans votre tête, ils ont quelle tête? Parce qu'inconsciemment, la société nous montre à quoi ressemblerait un chef d'entreprise. Enfin, moi, je le vois en costard, bien habillé, avec une cravate rouge. Le mec est imposant, tu vois. Un entrepreneur, je le vois speed, dynamique, à fond. Il m'inspire tout autant de respect, mais c'est pour moi. Mais c'est vrai que je le vois plus speed et à fond qu'un chef d'entreprise. Et ensuite, un freelanceur, je le vois plus en décontracté, jogo, que un chef d'entreprise, par exemple. Et je trouve ça fou que j'ai ma propre idée. Donc j'imagine les clients, enfin les personnes, si je leur dis que je suis chef d'entreprise, je pense que ça a quand même une autre connotation ou image dans leur tête que si je leur dis oui bonjour je suis freelanceuse ou je suis entrepreneuse. Et il m'a dit déjà il y a ça, donc il y a ce préjugé qu'il faut combattre, mais en plus, et tristement, j'ai le préjugé d'être une femme, on va dire. Donc une femme entrepreneuse, c'est un millier d'hommes, donc j'ai deux préjugés à casser. Et donc du coup, il m'a vraiment conseillé de partir sur chef d'entreprise. Et je pense que je vais partir sur ça parce que, après réflexion, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est quelque chose que je me suis jamais posé et pourtant qui est vraiment là.
c'est que une entrepreneuse, ça a une connotation, je sais pas, négative, pas négative, mais moins professionnelle qu'une chef d'entreprise. Donc je pense partir sur chef d'entreprise, voilà. Et ensuite, et je vais finir par ça parce que je voulais vous en parler, on a parlé de... Même si tu le fais et que tu réussis pas, c'est le dernier conseil qu'il m'a donné, c'est pas grave. Et il n'y aura que du bon qui va en sortir. Et c'est vrai, si je me lance dans l'entrepreneuriat et que je me chie lamentablement comme never, même si après je décide de repartir dans le monde du salarial, je serai extrêmement légitime. C'est-à-dire que j'ai géré beaucoup de situations de stress, j'ai eu une expérience énorme où j'ai tenté, tu vois. Et il y a vraiment aussi cet esprit de je peux tout faire et je l'ai fait. Et maintenant je sais que c'est pas possible, donc il y a vraiment la créativité. Enfin, c'est quand même une légitimité assez importante et une valeur ajoutée énorme, même si après je veux faire du salarial et voilà, exactement. Mais, et si ça réussit, mais tant mieux quoi. Donc au final, j'ai rien à perdre. Déjà parce que je suis jeune. Donc si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'enfant, et que votre rêve c'est d'être entrepreneur et chef d'entreprise et de faire des millions, je suis désolée, je parle vraiment comme un... Mais dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Donc au moins, je suis honnête avec ma tête. Mais faites-le. Et échouez. Échouez. Vraiment, échouez. Un max. Il y a une conférence que je suis allée voir il y a pas si longtemps sur Elon Musk. Et la devise d'Elon Musk, je sais pas si vous avez déjà entendu la devise de Apollo 11, 15, je sais pas, s'il vous plaît dites-moi, est-ce que c'est 11, c'est 5, Apollo 2, 1, je sais pas. C'est sur une mission spatiale. Leur slogan c'était « Failure is not an option ». Donc l'échec n'est pas une option. Et Elon Musk, qui a révolutionné le domaine de l'espace, je sais pas si ça s'appelle comme ça, il a tout révolutionné, c'est-à-dire qu'il a révolutionné, il a fait l'impensable et l'inimaginable. Donc c'est vrai que cette conférence était incroyable d'ailleurs. Si vous êtes dans les alentours de Toulouse, je vous conseille très fortement d'aller à la Cité de l'Espace, ils font des conférences gratuites. Et c'est là où je l'ai vu, une conférence complètement gratuite sur Elon Musk, c'était hyper enrichissant d'avoir C'était hyper enrichissant. Et la devise d'Elon Musk, donc une personne qu'on pourrait quand même qualifier, après on l'aime, on l'aime pas, mais la personne, elle a été très successful. Elon Musk a été successful, il possède nombreuses compagnies qui sont extrêmement bien cotées en bourse et qui sont extrêmement reconnues. SpaceX est reconnu par la NASA, voilà. Donc, et la NASA, ils collaborent ensemble si je ne me trompe pas. Vous avez Tesla ensuite, qui est une boîte quand même extrêmement cotée en bourse. The Boring Company, c'est celle qui me vient, et ensuite la création de PayPal qui n'a plus aujourd'hui. Mais cet homme est donc très successful. Et lui, sa devise, je me suis éparpillée, excusez-moi, je suis partie loin, c'était « Failure is an option ». Et il est allé même plus loin que l'échec est une option. Il dit si on n'échoue pas, c'est qu'on n'a pas pris assez de risques. Et c'est ça l'échec. Et ça, c'est très intéressant. Parce que bon, lui, il le faisait dans le domaine de l'ingénierie. Donc, quand il confectionnait du coup les fusées, etc., et les satellites, il fallait avoir un échec de lancement. Il fallait qu'il y ait une explosion quelque part, que ça se passe pas comme prévu, pour qu'on se dise, ok, ouais, là on a tout essayé, ça marche pas, mais au moins on aura essayé, et on a vu que ça marchait pas. Et c'est quand on repousse les limites qu'on s'impose nous-mêmes, qu'on voit qu'en fait ces limites, elles sont là, mais pourquoi ? Pourquoi elles ont été posées là ? Pourquoi on a mis un obstacle là ? Alors que ça marche très bien en fait. Donc vous pouvez tout faire. Et même je vous conseille, déjà vous pouvez tout faire, ça c'est un fait, mais vous avez tellement le droit d'échouer.
vous avez tellement le droit de échouer. Et même si vous échouez pas, c'est presque bizarre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas été assez ingénieux dans votre façon de penser, etc. Et ça donne vraiment un sentiment d'espoir que j'apprécie énormément. Vraiment cette sensation de j'ai le droit d'échouer et je devrais même échouer. Ça devrait être mon goal d'échouer en fait, d'aller tellement dans le nouveau, le changement, des choses vraiment visionnaires qu'on devrait échouer. Voilà. Et c'est avec ça que je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé ce podcast. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations qui vous étaient utiles. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense faire des podcasts très très souvent puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de peur et de crainte. Dans ce podcast, j'ai vraiment envie de parler déjà de productivité, de parler d'entrepreneuriat et de parler de peur, de motivation et juste une femme qui essaie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous passerez une super journée aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao!